Bienvenue dans cette première vidéo sur les bases de Blender dans lesquelles vous allez apprendre à maîtriser l'interface pour positionner des objets, les sélectionner, vous déplacer dans la fenêtre, jouer un petit peu avec des paramètres d'éclairage et de caméra pour prendre en main Blender. Je vous souhaite un très très bon tuto. Donc nous allons maintenant télécharger Blender. Donc pour ce faire, on va sur blender.org. Oh, blender.org. Quand vous arrivez sur le site, donc normalement, vous avez ici le bouton de téléchargement, mais là, on peut voir qu'en ce moment, il préfère passer justement des informations. Donc, vous allez dans Download, et là, vous faites téléchargement de Blender, ce qui va vous télécharger le logiciel. Donc, moi, il est déjà téléchargé. Donc, dans mes dossiers de téléchargement, j'ai Blender qui est arrivé. Donc, je précise, j'explique ça dans Windows, parce que justement, vous verrez qu'il y a une petite astuce à faire. Et là, je lance l'installation tout simplement du logiciel en acceptant tous les paramètres au départ. Donc là, il me demande, parce qu'effectivement je l'ai fait avant, donc là je remove, hop, toc, pour faire une installation toute propre pour vous montrer par défaut ce que ça donne. Donc là voilà, hop, je relance maintenant l'install, next, et donc là, c'est là où il y a la petite astuce. Par défaut, il va l'installer dans le dossier Program File. Et du coup, vous ne pourrez pas utiliser des fonctionnalités comme le glisser-déposer des éléments extérieurs sans autoriser en administration de pouvoir le faire. Donc ce que je propose, donc moi je crée un dossier spécifique. Donc là, je vais dans mon Windows User Mail Desktop Blender. Et là, voilà mon dossier d'installation. Blender 4.5. Donc là, il y a déjà quelque chose. Donc ce que je vais faire, je vais créer un dossier ABA qui sera mon dossier d'installation de mon logiciel. Je fais OK. Next. Installe. Donc quand vous l'installez dans le programme File, justement, vous ne pouvez pas faire du glisser-déposer dans le logiciel, ce qui est une fonctionnalité quand même très intéressante. Donc je vous conseille de l'installer sur votre bureau ou dans un dossier dans mes documents. Hop, et voilà. Finish. Donc du coup, dans mon dossier, parce que là, on peut constater là, que j'ai pas mal de versions différentes. On voit que la 4.5, j'ai déjà joué avec. Donc là, j'ai ma 4.5 ABA. Il a été installé. Autre chose très intéressante, pour que les fichiers de configuration soient sauvegardés dans ce dossier-là, il faudra que vous fassiez un nouveau dossier que vous allez nommer portable. Et comme son nom l'indique, il rendra votre Blender portable et donc vous pourrez du coup déplacer dans une clé USB le dossier d'installation et pouvoir aller sur d'autres postes. Donc là, en l'occurrence PC. Et logiquement, ce qui sera dans le contenu du dossier portable sera aussi utilisable sur d'autres systèmes comme Linux ou Mac. À ce stade-là, je lance mon Blender pour la première fois. Et voici Blender, tout beau, tout neuf, tout propre, en version 4.5.3. Long Time Strategy, normalement, LTS, ce qui veut dire que Blender sera développé pendant un long moment sur cette version-là pour pouvoir tout simplement aider les développeurs à éviter de changer sans arrêt de noyau ou de version pour leurs plugins. Donc nous voilà dans l'interface de Blender. Donc pour commencer, en haut, vous avez le menu Général à Blender qui permettra en fait d'accéder aux fonctionnalités de sauvegarde, etc. et surtout aux préférences dans lesquelles vous allez pouvoir modifier l'échelle de la résolution de votre interface. Tout simplement, tous les boutons que vous verrez que je nomme de type radio, par un simple cliquet gauche glissé, donc on ne lâche pas le clic et on bouge vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les options, ce qui est très intéressant. Ok, toc.
Donc là, on imagine, je vais rester à 1 pour le tuto, parce que normalement, sur YouTube, ça passera bien cette interface à cette échelle. Autre chose, en fonction de votre matériel, vous en aurez besoin plus tard, vous pouvez utiliser donc les options qui vont vous permettre d'accélérer graphiquement le logiciel. Donc vous avez ça dans Système. Il est surtout recommandé de ne jamais utiliser le processeur de la machine pour éviter que votre machine freeze quand il y a des gros calculs. Donc de uniquement utiliser l'accélération graphique. On verra plus tard en utilisant le moteur Cycle comme type de rendu et de pouvoir utiliser du coup les accélérations graphiques ici. Dernière chose aussi qu'on peut dire dans les premiers paramètres de l'interface, la langue. On imagine, je vais chercher par exemple le français. Hop. Que voilà. Donc là, il me change toute mon interface en français. Et en gros, je vous conseille de n'avoir uniquement que les infobules, les tooltips, ce qui vous permettra, comme ça, quand vous démarrez, d'avoir, à chaque fois que vous survolez une fonction, l'explication en français. Rien qu'en cochant interface, vous aurez toute l'interface qui va se modifier en français. Mais étant donné que tout ce que vous trouverez sur Internet comme ressources seront avec des versions de l'interface en anglais, je vous conseille de rester et d'apprendre directement Blender avec l'interface anglaise pour éviter d'être perdu. Mais là, pour ceux qui ont vraiment des problèmes avec la langue anglaise, voilà, grâce aux infobules, vous pourrez comme ça, chaque chose que vous survolerez sera indiquée avec le texte en français. Donc maintenant, nous allons découvrir les différents panneaux, donc les layouts. On peut constater dans Blender que vous avez déjà tout un tas de configurations disponibles au lancement du Blender. Mais en tout cas, si jamais vous faites quoi que ce soit comme bêtise que vous êtes perdu, à chaque fois que vous ferez File, New, Général, il rechargera automatiquement l'interface par défaut. Si jamais vous êtes complètement perdu, et même en faisant File, New, Général, il reste des problèmes dans votre interface, vous aurez l'option radicale d'utiliser défaut Load Factory Setting qui permettra comme ça de charger une interface, moins de recharger par défaut les paramètres du logiciel. Donc là, je ne vais pas le faire étant donné que je viens de lancer un Blender tout neuf. En tout cas, ce qu'on va constater, c'est que dans le dossier portable, ici, là, toutes les configs que je serai en train de régler viendront se mettre ici. Donc là, on voit pour l'instant qu'il n'y a rien, parce que par défaut, quand vous avez fait un premier démarrage de Blender, il faut bien cocher l'option Save Préférences que vous avez donc dans le panneau des préférences. Et là, à ce stade-là, hop, nous avons maintenant le userpref.blend qui a été généré dans le dossier portable que l'on a créé au préalable pour rendre notre Blender portable. Donc une petite recommandation pour bien suivre tout ce que je vais vous montrer, de bien acquérir, si ce n'est pas déjà le cas, une souris 3 boutons plus molette. Donc la molette, c'est un bouton aussi. Au-delà de faire défiler vos pages, vous verrez qu'elle sera indispensable dans vos Blender. Donc là, on voit que c'est une vieille souris avec les vieux ports PS, je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc bien évidemment, une souris USB, une souris Bluetooth ou ce que vous voulez pour pouvoir correctement utiliser Blender. Donc c'est parti pour la première phase. Donc déjà, quand vous ouvrez Blender donc, pour la première fois, vous aurez un panneau ici vous proposant déjà de pouvoir créer de nouveaux fichiers, d'ouvrir vos fichiers que vous avez déjà générés, etc. Quand vous faites un clic dans le vide, ce panneau s'en va, dans le vide de l'interface. À partir du moment où vous voulez le revoir, vous pouvez cliquer ici dans le petit icône de Blender et rouvrir le splash screen, donc l'écran d'accueil, qui est celui-ci. Donc ensuite, comme je le disais déjà juste avant, ici vous avez le menu général de Blender et à partir de là, tous les autres menus vont être décomposés en mode panneau. Donc il faut savoir, par exemple, première chose, que les panneaux sont complètement adaptables à vos besoins. Quand chaque fois en haut à gauche d'un panneau, vous aurez un bouton qui vous permettra de changer le contenu du panneau. Par exemple, là, si je repasse en 3D Viewport, je retrouve la vue 3D Viewport dans ce panneau-là. Je peux revenir ici dans le Outliner, qui sera le panneau qui vous permettra donc de lister tous les éléments de votre scène, un peu comme votre explorateur de fichiers. Ici, vous avez le panneau des propriétés, et en bas, le panneau de la timeline. Donc, bien évidemment, Blender peut faire de l'animation et enregistrer dans le temps des informations qui permettront comme ça d'animer vos scènes.
Il est bon à savoir à partir du moment où, si jamais vous zoomez beaucoup dans votre interface, on peut voir que la barre ne s'affiche plus entièrement. Vous pouvez bien évidemment changer la taille du panneau pour réafficher tout l'ensemble. Mais sinon, il faut savoir qu'avec votre souris, donc ça c'est très important d'ailleurs à savoir, qu'en fonction de la position de votre souris, elle agira sur le contenu qu'elle survole. Donc là, par exemple, si je fais rouler ma molette, automatiquement, je vais voir le menu défiler. D'accord? Identique pour les panneaux verticaux. On pourra comme ça, donc bien évidemment, il faudra connaître le contenu de ces barres pour pouvoir les faire défiler et aller chercher les options que vous cherchez. Mais à chaque fois donc, que votre barre ne sera pas entière, vous pourrez comme ça faire défiler en roulant la molette et pour faire donc comme ça voir les éléments masqués. Donc à n'importe quel moment, si jamais vous êtes vraiment paumé, par exemple vous vous retrouvez avec une interface que vous ne comprenez pas, hop, n'hésitez pas à refaire un file new général qui vous permet de retrouver une interface par défaut. Donc maintenant nous allons apprendre à nous déplacer dans la fenêtre. Mais avant tout, il faudra remarquer que tout ce qui est actif dans Blender par défaut est en bleu. Donc si jamais il manque des choses, faites bien attention de bien avoir activé les éléments par défaut. Ici, nous pouvons voir le gizmo, ici l'overlay, les deux choses importantes qui sont donc normalement actives par défaut, mais si jamais elles ne le sont pas pour je ne sais quelle raison, vérifiez bien à ce qu'elles soient actives. Donc les gizmos, ce sont tous ce qui seront les assistants de déplacement, d'orientation, etc. Donc vous avez ici donc, le moyen déjà de vous déplacer dans votre fenêtre 3D en cliquant gauche et en restant appuyé. Et en bougeant votre souris, vous pourrez comme ça déjà faire pivoter votre vue. En cliquant gauche dans la loupe et en allant vers le haut ou vers le bas, faire un zoom progressif. En cliquant gauche dans la main, de pouvoir faire glisser votre vue. Vous n'êtes pas limité à la bordure de votre fenêtre. Vous pouvez vraiment faire défiler à l'infini. Cela dépendra plus de la taille de votre bureau. Donc ces fonctions-là sont, vraiment au cas où vous n'avez qu'une souris avec un bouton, etc., permettront comme ça déjà de prendre en main l'interface. Vous aurez aussi la possibilité, dans ce que je nomme la boussole, quand vous cliquez dans les petites sphères, d'aller directement, ça sera indiqué en haut à gauche, dans les vues orthographiques, donc dans des vues 2D. À partir du moment où vous cliquez gauche et que vous restez appuyé et que vous bougez votre souris, automatiquement vous retournerez directement dans une vue perspective. Donc ça, ce sont les moyens de déplacement avec un seul bouton de souris et ça pourra permettre comme ça à tous ceux qui sont sans souris, deux boutons molette, de pouvoir naviguer dans votre fenêtre. Donc maintenant, nous allons voir comment effectuer la même chose sans utiliser ces boutons. Donc il faut bien appuyer sur le bouton molette. Il faut imaginer que la molette, déjà, quand vous la faites rouler, elle permet de zoomer, dézoomer dans votre scène. Mais si vous appuyez dessus comme un bouton et que vous bougez votre souris à gauche, à droite, en haut, en bas, vous pourrez comme ça faire pivoter votre vue directement avec votre souris. De la même manière que d'utiliser le bouton de déplacer dans la vue, majuscule enfoncé plus molette enfoncée permettra d'activer le glisser, on va dire, dans votre vue. Vous n'êtes pas obligé de rester appuyé, donc d'abord il faut bien appuyer sur majuscule, ensuite sur la molette, rester appuyé sur la molette, et là vous pouvez lâcher votre molette. Vous avez la même fonction avec contrôle enfoncé, molette enfoncée ensuite, et là je peux avoir comme ça le zoom progressif, parce que le zoom quand je fais rouler la molette est incrémenté, ce qui fait du coup comme des crans. Et donc là, si vous voulez avoir un zoom plus progressif, contrôle enfoncé, molette enfoncée. Et là, vous aurez exactement le même zoom que votre clic gauche dans ce bouton-là, permettant de zoomer progressivement. Il y a une fonction qui marchera dans beaucoup de cas. Par exemple, là, je suis molette enfoncée, je tourne dans ma fenêtre, mais mettons que je veuille annuler ma rotation dans ma fenêtre. Je ne lâche pas ma molette et en même temps, je fais un clic droit. Ça annulera l'action en cours dans la plupart des cas quand vous manipulez votre souris avec un clic enfoncé. Donc, par exemple, Shift, donc majuscule, plus molette enfoncée, je glisse. Hop. Tant que je ne lâche pas ma molette,
et que je fais clic droit, ça annule l'action en cours. Attention, si jamais vous faites l'action et que vous lâchez votre molette, ça validera l'opération. Il faut vraiment ne pas lâcher la molette et cliquer droit pour annuler l'action en cours. Donc maintenant, nous allons découvrir les méthodes de sélection avec le outliner. Donc là, quand je clique sur des géométries ou la lumière ou la caméra, automatiquement ça la sélectionne. Je vais dézoomer dans ma fenêtre pour voir à peu près tous les éléments qui y sont présents. Donc là, on peut bien voir, on a donc par défaut, quand on crée une nouvelle scène de Blender, une caméra, une lumière et un cube qui vous permettent déjà de peupler votre scène. Scène, le nom que l'on donne à l'espace de travail dans votre scène 3D. Donc la sélection peut s'obtenir directement ici par l'outliner. Vous avez aussi d'actifs, comme on peut le constater dans la barre d'outils qui est à gauche, identique. Si jamais vous ne la voyez pas ou sans faire exprès, vous glissez, vous la fermez. Il y a trois méthodes pour la rouvrir. La première, on peut voir une espèce de petite languette ici. Je fais un simple clic gauche dessus, ça me permettra de réafficher la toolbar. Aussi, vous l'avez dans le menu View, Toolbar. Et comme on peut constater, à chaque fois que vous aurez un raccourci, une fonction majeure, vous aurez son raccourci sur le côté. Et donc on constate, quand j'appuie sur T de mon clavier, automatiquement je peux ouvrir ou fermer ma toolbar. D'ailleurs, en parlant de raccourci, faites attention. Par défaut, la barre espace lance la lecture de l'animation. Et du coup, bien évidemment, on peut voir ici que je suis en mode lecture d'animation. Barre espace arrête aussi la lecture et la relance. Donc quand vous aurez, si jamais vous activez la lecture de l'animation, vous n'aurez pas forcément tous les éléments qui s'afficheront à l'écran. Exemple, je vais prendre par exemple l'outil Move, je sélectionne ma boîte, on peut voir ici que j'ai un assistant qui va me permettre de la déplacer, mais si j'appuie sur la barre espace, il disparaît. Donc ça, c'est un cas que je vous montre parce que ça arrive souvent aux élèves sans faire exprès d'appuyer sur la barre espace et on peut constater qu'effectivement, ne s'afficheront pas les outils de déplacement ou autres tant que la lecture est en cours. Donc ici, vous avez des boutons, hop, je peux revenir à 0. Je reste maintenant dans l'esprit de la sélection. Donc la sélection, comme son nom l'indique, Select Box, on peut sélectionner de différentes manières les éléments directement dans la scène 3D. Simplement en cliquant dessus, un simple clic, je peux sélectionner donc avec le Select Box en traçant un rectangle de sélection, en restant appuyé avec le clic gauche et en bougeant ma souris. Et là, en l'occurrence, j'ai sélectionné deux éléments de ma scène. Un clic et glisser, par exemple, là je prends les trois. Un clic dans le vide vous permettra de désélectionner. Vous pouvez aussi combiner des sélections. Je sélectionne un objet, j'appuie sur majuscule, je clique, ça me permet de sélectionner un nouvel objet. Shift, clic, encore un, de sélectionner. Pour désélectionner, il faudra cliquer deux fois avec majuscule parce que on remarquera que vous avez en jaune l'élément principal de sélectionner, généralement le premier, et les autres seront en orange. On verra plus tard, dans des exemples concrets, à quoi ça sert. Mais là, par exemple, si je reclique, donc là, on voit que c'est ma light qui est en jaune. Donc là, par exemple, si je clique sur ma boîte, c'est elle qui devient jaune, donc c'est elle qui deviendra l'élément principal. Et si je reclique avec majuscule et je clique, je vais enlever mon objet de la sélection. Je rappelle, un clic dans le vide permettra donc de désélectionner. Donc maintenant qu'on sait se déplacer et qu'on sait sélectionner, on va découvrir du coup les outils de transformation. Mais pour ce faire, je vais d'abord vous montrer, comme on l'a vu au tout début avec l'écran Edit Préférences Interface, qui nous permettait donc de changer la taille. Et pareil, regardez, clic gauche, clic droit pour annuler l'action en cours. Donc pour l'interaction du bouton radio, vous l'avez aussi, par exemple, là j'ai ma boîte de sélectionner. Ici, voici dans le menu des propriétés, des paramètres, vous avez dans la partie objet, transform. Et donc là, ici, en cliquant glissant, je peux déjà déplacer mon objet dans la fenêtre, sur un axe, deux axes, trois axes, lui donner une orientation, tout simplement en cliquant et en glissant dans ces boutons. Il faut vraiment rester appuyé, bouger à gauche et à droite une fois que vous avez appuyé. Ce qui me permet de vous montrer aussi que donc cet objet, là on voit un petit point jaune, qui est ce qu'on appelle son point d'origine. Et tout simplement, le point d'origine est positionné dans l'espace par rapport au centre de l'univers, le World Origin. Donc pour ce faire,
pour mieux comprendre quand vous débutez, la grille est un élément de superposition que l'on trouve dans la partie Overlay. Et ici, vous avez les options de la partie d'Overlay. Et notamment, on va utiliser l'axe Z quand on démarre pour bien comprendre les 3 axes de l'univers et la position et l'orientation de notre objet par rapport à cet univers. On peut aussi, par exemple, resetter, donc réinitialiser la position, simplement en cliquant glissant, en allant chercher les 3 lignes de location. J'appuie sur 0 de mon clavier, hop, ça remet mon objet à 0. Cliquer, glisser, hop, 0. Donc à comprendre que le cliquer, glisser fonctionne de manière latérale et verticale, en fonction de vos besoins. Bien évidemment, on ne va pas pouvoir chercher à la fois location et rotation. Donc là, on voit bien que ça s'arrête au niveau des 3 lignes. Aussi, un truc qui est intéressant, par exemple, si jamais j'avais une valeur déjà à cet endroit-là et que je fais un cliquer glisser, automatiquement, il va mettre la même valeur dans toutes les cases. Une petite chose que vous verrez à l'expérience, si j'appuie sur 0, il remet mon objet à 0, 0 dans l'univers. On peut constater que chacun des éléments a sa position ou son orientation dans l'univers. Par exemple, là, on peut mettre une rotation à 0 pour ma lumière, ça ne changera rien. Nous verrons plus tard que c'est une lumière qui envoie de l'éclairage dans toutes les directions. Par contre, ma caméra, elle a déjà une position, une orientation dans la scène. J'en viens donc à ce bouton-là qui permet d'aller directement voir ce que voit la caméra dans votre scène. Toc. Donc la caméra, une fois que vous êtes dedans, il y a une petite icône de caméra qui permet de verrouiller la vue dans la caméra. À partir du moment où j'ai cliqué dans ce bouton, je vais pouvoir piloter la position et l'orientation, on voit bien, de ma caméra comme je pilote la vue perspective. Et automatiquement, donc, je déplace et j'oriente ma caméra en fonction de mes clics. Si ce cadenas n'est pas enfoncé, et quand vous êtes dans une vue caméra, et que vous appuyez avec la molette pour tourner, automatiquement, vous allez sortir de cette vue caméra. À partir du moment où vous n'êtes pas dans la vue caméra, hop, vous pouvez du coup switcher de la vue caméra à votre vue perspective. Quand vous êtes dans la vue caméra et que vous tournez, vous partez automatiquement de la position de votre caméra. Donc, avec le cadenas, on peut comme ça facilement orienter sa caméra avec toutes les fonctionnalités que l'on a. Le majuscule molette, contrôle molette. Et pour aller un petit peu plus loin, on imagine que vous êtes perdu, que vous soyez dans une vue caméra ou pas, comme les fonctionnements sont les mêmes. On imagine, là je dézoome, je ne vois plus rien. Je clique dans le vide, par exemple, je n'ai rien de sélectionné. Dans le menu View, vous avez 2 fonctions très intéressantes qui nécessitent, si vous voulez faire le raccourci clavier, d'avoir un pavé numérique ou un clavier standard. Frame All, automatiquement, mon logiciel va recadrer par rapport à tous les éléments présents dans ma scène. On imagine si je sélectionne par exemple la lumière et que je fais View Frame Selected, là automatiquement il va cadrer ma vue sur la lumière. Petite fonction très intéressante aussi, c'est qu'à partir du moment où vous avez cadré sur une sélection et que vous tournez avec votre molette, vous tournerez à partir de cet objet. Le centre de votre rotation se fait autour de l'objet sur lequel vous avez cadré votre vue. Donc on imagine, je sélectionne ma boîte, View Frame Selected, donc je dézoome un petit peu pour voir plus de champs, et là je tourne automatiquement autour de ma boîte. C'est un très très bon moyen pour se déplacer. Je sélectionne ma caméra, View Frame Selected, hop, et là je tourne autour de ma caméra. Un bon moyen de ne pas être perdu. Donc à la solution, de ceux qui n'ont pas de pavé numérique, vous avez comme option la possibilité de faire un clic droit, par exemple sur les fonctions que vous ne voulez pas aller chercher sans arrêt dans les menus. En faisant un clic droit, vous pouvez ajouter au Quick Favorite les éléments du menu que vous souhaitez. Donc là, par exemple, si j'ajoute Add to Quick Favorite mon Frame Selected, j'appuie sur le menu Q qui me permettra d'automatiquement faire la fonction. Donc là, c'est vraiment pour tous ceux qui auront des problèmes de raccourcis ou de clavier, bref, de choses qui ne sont pas forcément présentes sur vos claviers. Donc souvent, les portables n'ont pas de pavé numérique quand ils sont petits. Bah là, vous pourrez rajouter les éléments. Si jamais je veux sortir du menu Quick Favorite la fonction que j'y ai ajoutée, il faudra repasser dans le menu, faire un clic droit à nouveau, Remove from Quick Favorite. Et là, du coup, je n'ai plus la fonction dans mon menu Quick Favorite. Donc ça, c'est ce qui permet de compenser les manques
de touches dans vos claviers. Sinon, le point du pavé numérique me permet de le faire. Donc comme on a constaté, nous avons maintenant déplacé nos éléments avec le menu Object des propriétés. On peut complètement manipuler les transformations à partir d'ici. Vous pouvez aussi, grâce au menu Object, Clear, donc nettoyer, Location. Automatiquement, ça remettra à 0, 0, 0 votre élément dans votre scène. Vous avez 3 modes de transformation que l'on retrouve ici. On verra que l'échelle est particulière, mais en gros, les 3 fonctionnent de la même manière. On a le Move, le Rotate et le Scale. Déplacer, rotation, échelle. Je vais dézoomer pour qu'on voit bien les petites icônes, les petits planaires. Donc là, c'est pareil. Donc là, si je clique sur la flèche verte, je vais avancer mon objet sur Y. Et on constate qu'il est en positif de Y. Tout simplement, si je vais de l'autre côté du centre de mon univers, je serai en négatif de Y. Comme on peut le voir ici. Vous avez les planaires. Donc là, comprendre, si je clique dans le petit carré bleu, c'est que je vais déplacer uniquement mon objet sur X et Y. Donc sans le bleu. Et là, je déplace mon objet en 2D, comme on peut le constater ici. À partir du moment où vous utilisez le cercle blanc, lui, il est assez particulier. Il déplacera votre géométrie par rapport à là où vous regardez comment vous êtes orienté dans votre fenêtre. Donc le rond blanc, c'est l'élément qui va vous permettre de déplacer une géométrie directement en 3D. Comme on peut le voir, en fonction du positionnement de ma caméra, les éléments, voilà, les informations, les valeurs se changent en fonction de mon déplacement et surtout par rapport à mon orientation. Donc il sera important de savoir à la fois correctement s'orienter pour pouvoir comprendre ce que vous faites. Et c'est très important, pour ne pas être perdu dans une scène 3D, de toujours vous orienter pour comprendre ce que vous faites. Alors, hop, par exemple, comme je l'ai montré, Object, Clear, Location, mon objet revient à 0, 0, 0. Et nous allons voir que pour la rotation, c'est identique. Vous aurez à nouveau les codes couleurs qui permettent, par exemple, de tourner sur l'axe X, tourner sur l'axe Y, en allant chercher l'assistant, tourner autour de l'axe Z. Nous avons aussi le cercle blanc, comme pour le mouvement, qui permet de tourner par rapport à comment on est orienté. Vous verrez que c'est très intéressant. Et quand je clique sans utiliser un des assistants, j'ai une rotation libre de ma géométrie. Une fois de plus, Object, Clear, Rotation, pour annuler toute rotation. Si je clique dans Échelle, on retrouvera la même chose qu'avec les transformations de base de Location. On peut faire une échelle sur un axe, une échelle avec le planaire sur 2 axes. Et les 2 cercles blancs servent le petit intérieur à faire une échelle très rapide et une échelle beaucoup plus lente en utilisant le cercle extérieur. Et donc simplement là, je grossis mon élément en fonction bien évidemment de mes besoins. On verra que l'échelle, on évitera surtout de l'utiliser parce que ça peut poser des problèmes après en animation d'avoir des échelles et encore plus quand elles sont non uniformes. Là, quand je prends le cercle blanc, je fais une échelle uniforme, mais étant donné que mon objet, j'ai déjà fait des échelles 1D et 2D, on constate qu'ici, nous avons des échelles non uniformes. Une fois de plus, Object, Clear, Scale, et ça reset à 1, qui est l'échelle à 100% de ma géométrie. Donc ça sera à vous de voir. Moi, je ne l'utilise pas, étant donné que je trouve que c'est trop confus, mais vous avez le 4e bouton ici, Transform, qui permet d'avoir accès à déplacement, rotation, échelle en un seul outil. Nous verrons très rapidement et progressivement quand même, mais que en fait on utilise très rarement ces outils-là, qu'il sera vraiment beaucoup plus facile d'utiliser les raccourcis qui offrent les mêmes options, mais qui vous permettent d'éviter d'aller chercher à chaque fois l'outil. Donc là, celui-là, je ne le recommande pas, mais bon, il existe, donc ceux qui en ont envie, vous pourrez l'utiliser, et vous aurez accès du coup comme ça à l'échelle, au déplacement et à la rotation avec un seul outil. Donc maintenant, nous allons découvrir l'outil Cursor, qui est vraiment un outil extraordinaire, qui dans un premier temps va permettre de choisir où je vais créer de nouveaux objets. Donc par défaut, il est au centre de l'univers, donc si je veux ajouter une géométrie, je vais prendre un mesh par exemple cylinder, automatiquement il centre mon objet dans l'espace.
Pour supprimer un objet, vous avez Supr du clavier qui supprimera directement votre géométrie. Je fais un CTRL-Z, Edit, Undo pour revenir en arrière. Vous avez aussi X pour les utilisateurs de Macintosh qui n'ont pas de bouton supprimer sur leur clavier. X, par contre, demandera une confirmation. Hop, CTRL-Z pour revenir en arrière. Clic droit permettra aussi d'accéder à Delete avec non, sans vous demander du coup si vous voulez ou pas supprimer la géométrie. On verra que le clic droit, donc attention là je suis avec l'outil curseur, j'y reviendrai après. Le clic droit, c'est un menu contextuel, bien évidemment, qui vous permettra d'accéder à des fonctions en fonction du contexte. Donc mon curseur qui a été déplacé. Le curseur, par exemple, si je clique gauche une fois que j'ai utilisé l'outil curseur, ça me permet de positionner mon curseur n'importe où. Et bien évidemment, l'objet se créera par le point d'origine à l'endroit où j'aurais positionné mon curseur. En plus, il est sensible aux géométries. Donc là, si je clique sur le dessus de la boîte, on va constater que mon curseur s'est mis automatiquement au-dessus de cette boîte. Et là, si j'ajoute Add, Mesh, on va prendre comme exemple la tête de singe de Suzanne. Désolé pour les Suzannes, mais Monkey, c'est un peu la mascotte de Blender qui se nomme Suzanne, que j'ai positionné par rapport à son point d'origine automatiquement sur la boîte. Donc le curseur, c'est bien à partir du moment où on est dessus qu'on est un peu perdu parce qu'en fait on utilise uniquement le curseur. Donc il est très intéressant de connaître comment on manipule le curseur et tout simplement vous faites un majuscule clic droit qui vous donnera accès directement au positionnement de votre curseur. Vous pouvez faire un cliquer glisser quand on a une géométrie comme ça pour pouvoir déplacer le curseur sur celle-ci. Et là on voit qu'effectivement mon curseur s'est bien positionné sur la tête. Si je fais un shift clic droit à cet endroit-là, majuscule shift pour les anglais, shift clic droit pour positionner votre curseur. Donc là dans mon exercice, je voudrais remettre d'abord pour faire propre mon curseur à 0, 0, 0, tout simplement Object Snap Cursor to World Origin. Ça remet mon curseur à 0, 0, 0. Donc maintenant, petit exercice pratique, en réutilisant à la fois la sélection et les outils de transformation, je vais utiliser dans un maximum de cas, surtout quand je débute en 3D, les vues 2D. Et là, par exemple, je vais pouvoir utiliser la rotation de ma géométrie. On peut voir le filaire de ma géométrie, du contour de ma géométrie qui est visible. Donc j'essaye de trouver plus ou moins l'aplat. Ensuite, en prenant le déplacé, quand je suis dans une vue 2D, ça revient au même de prendre le petit planaire ou le cercle blanc, parce que je me déplacerai automatiquement dans la vue 2D. Et là, je peux comme ça essayer de chercher un petit peu, voilà, de positionner la tête par rapport à la boîte. Je me mets dans une autre vue axiale. Et là, par exemple, je vais m'amuser à aller chercher la mise de côté comme ça de la géométrie. Hop. Et j'hésite pas après à aller dans une vue de dessus, par exemple, pour donner une orientation un peu plus sympathique à ma géométrie par rapport à ma boîte. Donc en utilisant comme ça déplacement et rotation, hop, j'ai réussi à positionner ma tête sur la boîte. Donc maintenant, je vais ajouter, donc là mon curseur est revenu à 0, 0, mais si jamais vous avez votre curseur qui se balade, par exemple il est ici, et j'ajoute Add Mesh Plane pour créer un sol, il se met automatiquement là où il y a le curseur. Mais on se rappelle, on l'a vu tout à l'heure, Object Clear Location remet mon objet à 0, 0, 0, peu importe le curseur. Donc là, attention, si je fais un clic gauche, je ne vois plus du tout mon plan. Grâce à l'outliner, je vais pouvoir sélectionner mon plan ici et utiliser l'outil échelle pour grossir mon plan. Et pourquoi pas le positionner en vertical. Donc je n'hésite pas à utiliser une vue axiale pour positionner mon plan sous ma boîte, voilà, pour que le sol soit en dessous du socle de ma boîte et ainsi avoir le plan en dessous de la boîte pour voilà, créer une petite scène. Donc on peut utiliser échelle comme on a compris dans ces cas-là sans aucun problème. Donc bien évidemment sur le Z ça ne fera rien du tout. Si je le fais sur un axe, ça va me donner ça. On se rappelle le clic droit pour annuler l'action en cours. Et si je prends le cercle blanc, là je vais pouvoir grossir mon plan en fonction de mes besoins.
Donc on constatera bien que mon objet a une échelle. Pareil, je pourrais lui mettre ici, si j'ai envie, une valeur au clavier, en faisant un cliquer-glisser là, pour aller prendre les 3 axes. J'appuie sur 10, voilà, j'ai une échelle de 10 de mon objet. Notamment, à savoir 10 d'un objet qui fait 2 mètres carrés à la base. La grille que vous voyez dans votre fenêtre, donc la scène par défaut, l'unité est au mètre, et chaque carré que vous voyez de la grille de la vue perspective sera de 1 mètre carré. Petite particularité, si je me mets dans une vue axiale et que je zoome, au fur et à mesure, la grille va se recomposer. Donc là, on va être, comme ça c'est 1 mètre carré, ben là après on aura 10 cm carrés. Si je continue de zoomer, majuscule molette pour glisser, elle va se reconstruire au fur et à mesure que vous allez zoomer. Donc là on est sur 1 cm, ainsi de suite. Ça sera indiqué ici. Hop, 10 cm jusqu'au mètre que l'on revoit actuellement. Donc là, ma petite scène est prête. Chose intéressante, ne jamais oublier de sauvegarder. File, Save. Et donc là, je vais dans mon desktop Blender, j'ai créé un dossier en l'occurrence. Je l'appelle comme ça. Mais je vais rajouter un point 001 qui me donnera une version de mon fichier. Vous verrez qu'il faudra prendre comme habitude de faire ça. Comme ça, vous pouvez sauvegarder la progression de votre travail. Et hop, au moins, vous pourrez revenir en arrière si jamais vous avez perdu des éléments. Donc là, je save mon Blender file. Hop, il est sauvegardé. Ça vous l'indique en bas de l'interface qu'il a bien été sauvegardé avec le nom que vous lui avez donné. Donc, chose intéressante aussi, vous retrouverez du coup dans les open récentes le fichier en question avec sa petite vignette qui vous indiquera tous les éléments nécessaires. Donc voici les premières bases. Donc je répète, très important à maîtriser l'interface, se déplacer dans l'interface, déplacer et créer des géométries dans l'interface avec les outils de base. Donc notre phase 1 est terminée. Voici la deuxième phase de la prise en main donc, du logiciel. Donc là, je vais rouvrir ma scène grâce au splash screen. Là, je vois du coup mon recent file. Je clique dessus. Automatiquement, ça va ouvrir comme j'ai sauvegardé mon interface. À savoir mon interface, ma scène. Justement, je dis interface parce qu'on imagine si je sauvegarde ma scène comme ça, file, save, hop. Donc là, je vais faire un file new général qui reset mon interface. Mais pour vous montrer que là, maintenant, si je vais ouvrir ma scène avec ces réglages-là, automatiquement, il aura pris en compte ceci. Donc là, je fais à nouveau un file new général pour vous montrer une petite astuce. Si j'ai envie de charger ma scène sans les modifications de l'interface, quand je fais file open, donc là, j'ai ma scène en question. Et vous avez un petit écrou ici dans le panneau open file qui me permet de décocher load UI, charger utilisateur interface. Hop, open. Et donc là, il a bien ouvert ma scène, mais sans modifier l'interface. Donc ça peut, si jamais vous récupérez des fichiers Blender avec des interfaces dont vous ne comprenez rien. Donc je rappelle, File, Open, et vous décochez tout simplement l'option Load UI qui par défaut sera cochée. Donc elle chargera automatiquement l'interface du fichier. À comprendre que donc du coup, l'interface se sauvegarde avec le fichier Blender. Donc maintenant qu'on sait se déplacer, déplacer nos objets, etc., les sélectionner. Donc là, d'abord, je vais remettre mon snap cursor to world origin. Toc. Et je vais sélectionner ma lumière. Je vais parler maintenant des fonctionnalités qui sont ici. Donc là, pour l'instant, on n'en aura pas encore vraiment besoin, mais ici, vous avez la possibilité de basculer vos géométries en transparence, qui vous permettra, donc comme ça, quand vous voulez positionner des objets à travers d'autres objets, de voir à travers. Je le décoche. À comprendre, ici, les 4 boules sont les modes d'affichage. Le premier, c'est le filaire, et on peut constater qu'il a automatiquement la transparence d'active. Le X-Ray, nommé dans Blender. Si jamais je l'enlève, là on peut voir par exemple que je vais avoir mon filaire sans voir à travers. Ce qui peut être très intéressant pour faire des présentations en filaire de vos géométries. Donc quand je suis dans le mode solide, je peux activer ou pas
ma transparence. Le troisième mode d'affichage, c'est le Material Preview. Donc, on peut constater là, tout simplement que toutes nos géométries, par défaut, sont blanches. Et le quatrième mode, c'est le mode Render Preview qui va permettre de visualiser la lumière dans votre espace de travail directement. Donc là, j'ai ma petite lumière de sélectionner. Je vais me mettre en vue de dessus. Et je vais m'amuser maintenant à améliorer l'éclairage de ma scène. Donc je conseille bien évidemment d'être en vue de dessus. L'avantage, c'est que je vais pouvoir comme ça déplacer ma lumière. On voit qu'automatiquement, vous aurez les ombres qui vont bien évidemment se calculer en fonction de la position de l'éclairage. Quand vous avez votre lumière de sélectionner, vous avez dans les paramètres une petite ampoule qui va vous permettre de pouvoir jouer avec les différents réglages de cette lumière. Donc une nouveauté depuis la 4.5. Avant, il fallait mettre un modificateur de Blackbody. D'ailleurs, est-ce qu'il existe toujours? J'ai pas l'impression qu'on puisse le faire du coup maintenant. On verra ça plus tard. Mais la température, en fait, c'est ce qui permet d'avoir l'échelle réelle de la lumière qui est en candela. Et donc, par exemple, si je veux mettre la lumière naturelle du soleil est à 5600, pas candela, Kelvin, pardon. Kelvin. Donc là, on voit que c'est légèrement jaune. Donc si jamais je vais en dessous de 2000, je vais vraiment me rapprocher du rouge et au-dessus de 7000, du bleu. Donc c'est vraiment la température de la lumière, donc en Kelvin. Et vous pourrez ici choisir par exemple de teinter directement votre éclairage. Donc là, je vais mettre ma lumière à 100% en rouge et vous montrer une option dans votre clic droit qui va vous permettre de dupliquer la lumière. Avant cela, avant de dupliquer, d'abord, je vais vous montrer donc dans les autres options, vous avez ici la possibilité de jouer avec l'exposition, le power qui est en watts de votre lumière. Donc tout est basé bien évidemment sur une échelle réaliste. Et là, le rayon, si je le mets à 0, on va voir que mes lumières sont complètement tracées et que plus vous donnerez de rayons à votre lumière, plus vos lumières vont se flouter. Les contours de votre ombre, vont se flouter. Donc je vais faire un petit dessin qui va vous exprimer ça. Donc pour ce faire, je vais mettre dans une vue, par exemple, hop, axiale. Et vous avez comme outil qui est très sympathique, l'annotate qui permet de dessiner directement dans votre fenêtre. Donc là, je vais venir par exemple utiliser l'annotate line. Je vais faire un simple clic là pour être sûr, hop, d'avoir une petite ligne que vous voyez mieux en changeant sa couleur. Avec CTRL, je vais pouvoir supprimer l'annotate et là, je vais venir dessiner par exemple un sol. Hop, j'ai la surface de mon éclairage. Donc le lancer de rayon, c'est tout simplement, donc je vais prendre en compte que le cube. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le ray tracing, le lancer de rayon. Ça veut dire que la zone qui est ici sera dans l'ombre, le reste sera éclairé, et donc le lancer de rayon permet donc de tracer les ombres. Je vais revenir avec le annotate line. Le fait qu'il y ait une forme, donc là on imagine de mon éclairage, qu'il ait une forme comme je viens de le dire, voilà. Le floutage de mon ombre sera généré par justement ce qu'on nomme le carré inversé de la lumière. Donc là, ici, on aura un dégradé dans cette direction en fonction de l'épaisseur de la forme de votre lumière. Ce qui génère donc les fameuses ombres douces. Si je reviens en perspective, voilà, la forme de ma lumière génère cette espèce justement de dégradé que vous avez. Les ombres douces qui sont donc des lumières très naturelles. Là, je peux venir enlever mon magnifique dessin et revenir en vue de dessus. Et donc, je resélectionne ma lumière. Donc, je peux la sélectionner ici ou dans la fenêtre. Et là, clic droit, vous allez trouver tout un tas d'options, mais notamment Duplicate Object. Et là, je vais dupliquer ma lumière. Je bouge ma souris, toc. Et ce coup-ci, je vais la mettre à 100% de bleu. Clic droit, Duplicate Object. La mettre derrière et la mettre en vert. Toc. Et là, on peut reconstater. Donc là, quand je clique là-dedans, tout simplement dans ce qu'on appelle le spectre RVB, vous avez la possibilité donc de choisir des couleurs parmi plus de 65 millions de couleurs. Et ça fonctionne, donc là, pour les anciens modes RGB, HSV, High Saturation de Value, vous retrouvez ici la couleur web. Et donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, le U va permettre de faire tourner dans le spectre RVB
votre couleur. Donc généralement, hop, vous allez plutôt cliquer là-dedans. Saturation, bah, si vous voulez aller vers le centre ou pas du spectre RGB. Et plus vous saturez, bah, plus vous allez chercher la couleur à 100%. Et donc, vous avez aussi la value qui sera le niveau de gris que vous rajouterez à votre éclairage. Donc là, normalement, ici, vous venez plutôt chercher dans la mire. Et là, en jouant avec le niveau de gris, cherchez la couleur que vous voulez. Donc là, je voulais vous montrer tout simplement ici rouge, vert, bleu. Alors mon rouge m'a pas l'air très très rouge. Je vais reprendre la lumière 1. Si, je suis bien en rouge à 100%. C'est exactement ce que je voulais. Et là, on peut voir du coup le spectre RGB directement dans la fenêtre. Je vais revenir en vue de dessus pour dupliquer une dernière fois mon éclairage. Clic droit, Duplicate Object. Et si je veux repasser cet éclairage en blanc, tout simplement là, je clique dans ma case de couleur et j'enlève la saturation, ce qui remettra mon élément par rapport au niveau de gris de la valeur. Et du coup, on voit bien aussi, donc pour ceux qui auront des besoins de couleurs web, l'écriture justement pour le web, des couleurs. En imaginant que vous voulez faire un logo avec telle ou telle couleur, que voilà. Truc intéressant aussi, donc je me retrouve maintenant avec 4 lumières. On va voir maintenant un peu mieux comment organiser sa scène. Donc dans l'outliner, donc ce qu'on pourrait appeler des dossiers, ce qu'ils appellent des collections, permet en fait d'organiser votre travail. Vous avez, si jamais je clique dans cette collection, un bouton raccourci ici qui permet d'ajouter une autre collection, on voit qu'il a automatiquement créé ma collection dans la première. Donc elles sont imbriquées. Si je veux par exemple sortir cette collection de celle-ci, tout simplement je la glisse dans scène collection et automatiquement elle est plus du coup imbriquée avec la première. Et là par exemple celle-ci je vais l'appeler light et y mettre, par exemple je vais sélectionner la première de mes lumières, majuscule, je clique, ça sélectionne comme ça mes 4 lumières d'un coup que je peux glisser dans cette collection. Chose à savoir, là ici vous avez l'affichage aussi bien des géométries que de n'importe quel objet, à savoir que tout ce que vous créerez dans votre scène 3D seront des objets, que ce soit la lumière, du vent, etc., des particules et toute autre chose, des géométries, des caméras, tout est objet. Mettons que là, justement, ma lumière 003, c'est la blanche que je veux garder, par exemple, quand je ferai des matériaux, je peux cliquer glisser pour désactiver les autres éclairages. On constate qu'ils ne sont plus visibles aussi bien en affichage, mais qu'en même temps, il n'éclaire plus ma scène. Donc quand on masque une lumière, c'est le moyen de l'allumer ou de l'éteindre. Et donc le cliquer-glisser permet d'aller chercher, d'activer ou de désactiver les éléments. Par simple clic, bien évidemment aussi, ça va fonctionner. Et j'expliquerai ultérieurement donc ce sont les appareils photo, c'est si jamais je ne veux pas voir quand je calcule mon image certaines choses. Par exemple ici, je veux masquer ma lumière blanche. Plutôt l'inverse, je vais garder ma lumière blanche mais pas la voir au rendu et masquer mes éclairages dans la fenêtre. Donc là, si je clique dans ma caméra, voilà ce que je vois. Donc je rappelle, avec le petit canal, je peux m'amuser à aller chercher une autre orientation. Et là, dans le menu Render, donc général, image, je vais pouvoir comme ça calculer l'image de ma scène. Et on voit bien, par rapport à mes réglages, que là, j'ai bien mes éclairages qui sont visibles quand je calcule mon rendu, et que ma lumière blanche, elle, n'est pas visible, à l'inverse, justement, par rapport à ces réglages-là. OK ? Donc ça, c'est ce qui permettra, par exemple, d'optimiser votre travail, donc d'organiser les éléments avec des collections. Par exemple, vous pourrez avoir plusieurs caméras dans votre scène, ce que je vais montrer. Donc là, par exemple, je crée une collection pour les caméras. Je glisse ma caméra dedans. Et pour bien créer mon prochain objet dans cette scène-là, je clique bien dans le petit dossier et je vais ajouter une nouvelle caméra. Add caméra. Je me retrouve avec une nouvelle caméra dans ma scène. Et donc, ce qui fait que pour l'instant, je vois avec ma première caméra, c'est tout simplement la petite icône qui est juste après. Là, si je clique dans cette icône-là, je vais être directement dans mon autre caméra qui pour l'instant est dans la géométrie. Et donc là, je dézoome, hop, et je peux m'amuser à chercher un autre cadrage avec cette nouvelle caméra. Donc vous pourrez bien évidemment avoir plusieurs caméras, plusieurs angles de vue dans vos scènes, et donc de pouvoir ensuite switcher d'une vue à l'autre de vos caméras à partir de ces boutons-là. À savoir aussi, si vous décochez, vous pouvez utiliser le cadrage pour justement choisir dans votre scène
la taille d'affichage de la prévisualisation de votre caméra. Donc nous allons aller un petit peu plus loin donc, dans la découverte des bases de Blender. Donc là, grâce au splash screen, je vais pouvoir rouvrir ma scène. Mais on imagine, j'ai envie de garder mon travail à ce stade-là. Vous pourrez faire un file save incremental qui automatiquement a nommé mon fichier .002. Ça veut dire que vous retrouverez, si je fais open, avec des versions incrémentées. Donc justement, comme ça, je pourrais revenir à ce stade-là et avoir ici une nouvelle version, une version sur laquelle je vais travailler, mais en conservant les données dans le fichier d'avant. À partir du moment où je veux voir le résultat de l'éclairage dans ma scène, je clique donc dans le Render Preview et on peut constater quelque chose. Donc là, je vais sortir de ma vue caméra, que je vois toutes les facettes de la géométrie de ma tête de Suzanne. C'est basé sur un concept qui est le lissage ou pas entre les différentes faces. Pareil, ma boîte, on voit bien les arêtes qui déterminent les côtés de ma boîte. Mettons que je veuille que mon objet soit plus organique, donc plus lisse. Dans votre clic droit, vous avez Shade, l'ombrage, lisse, auto-lisse ou plat. Par défaut, donc là, je suis en Shade Flat. Si jamais je viens ici faire un clic droit Shade Smooth, automatiquement, ça va lisser le passage d'une face à l'autre. Ce qui ne donne pas forcément de maillage en plus, et on dira que justement là, il n'y a vraiment pas assez de polygones, ce qui me donne un effet pas forcément sympathique. Donc on va découvrir pour cela la possibilité d'ajouter des modificateurs. Donc, dans l'industrie du cinéma, du jeu vidéo, c'est monnaie courante d'avoir un objet, donc je le précise juste, dont on va pouvoir gérer une très très faible quantité de maillage. Donc là, on peut constater, si je prends un point et que je prends déplacer, je vais pouvoir bouger ce point, etc., changer complètement ma géométrie. Donc là, je n'insiste pas pour l'instant sur ce sujet-là. Mais si jamais j'ai envie que mon objet ait plus de définition quand je calcule mon image définitive, vous pourrez ajouter des modificateurs pour faire ça. Et donc dans la liste des modificateurs, modifier, quand je clique ici, je vais générer une subdivision surface qui va automatiquement rajouter du maillage à ma géométrie. Donc pour vous le montrer, dans l'overlay, vous avez comme option l'affichage du filaire, du wireframe. Donc là, nous voyons en fait le maillage lissé, mais sans avoir justement les subdivisions qui s'affichent, parce que par défaut, il est en Optimal Display. Si je décoche l'option d'Optimal Display, je vais voir réellement le maillage qui va être ajouté. Une fois de plus, comme ce que j'ai expliqué au niveau là, des rendus pour les lumières, qu'elles soient visibles dans la scène et pas au rendu, ici vous avez la même chose. Level Viewport, par exemple, si j'augmente mon Level Viewport, je peux choisir d'avoir une définition supérieure quand je calculerai mon image. Donc je ne déconseille de passer au-dessus de 4 pour éviter que vos machines aient du mal. Et donc l'Optimal Display permettra d'afficher en fait le niveau d'origine de la géométrie sans afficher tout le reste. Donc là, le wireframe, je le désactive, mais on voit que mon objet est plus intéressant. Notamment, donc là, dans mon exemple, je vais pour l'instant revenir à mon éclairage de base. Et maintenant, on va venir ajouter une matière sur notre géométrie. Donc comme on l'avait constaté, donc on peut s'en rendre compte en allant dans le Material Preview, toutes les géométries par défaut sont blanches. Donc là, pour éviter d'être perdu, donc je vais plutôt réafficher ma lumière blanche et on verra mieux du coup la matière que l'on va créer. Donc j'ai la tête de Suzanne de sélectionner. Je vais aller tout en bas dans les propriétés, dans la partie Material et ajouter une nouvelle matière. Donc là, par défaut, elle est blanche. Comme on l'a vu tout à l'heure pour nos lumières, on retrouvera partout, quand il s'agit de changer de couleur, le même sélecteur de couleurs. Et l'on imagine, là, je vais lui mettre une couleur à ma géométrie. Et l'intérêt, vous allez voir, donc, ce sont des matériaux physiques qui ont des propriétés justement assez explicites. Le métallique va permettre de contraster l'impact de la lumière et du coup de se concentrer sur l'impact de la lumière.
La rugosité va permettre, si jamais je n'ai pas du tout de rugosité, d'avoir vraiment l'impact spéculaire de la lumière, et du coup, on ne voit quasiment pas le reste. Donc là, au contraire, si j'augmente la rugosité, ça va densifier l'impact de mon éclairage sur le reste de la géométrie. Chose intéressante aussi, donc on peut voir que l'importance du maillage, donc là, si je resélectionne le modificateur, si jamais je suis à 0, on voit que la lumière va bien évidemment euh, rebondir et éclairer les faces. Et donc, s'il n'y a pas beaucoup de faces, ça vous donnera cette espèce voilà, de moirage un petit peu sur votre géométrie. Et bien évidemment, plus vous aurez de définition dans votre maillage, plus la lumière elle-même sera naturelle. Donc là, je retourne sur la partie des matériels et là, on peut voir l'impact de la lumière. Hop, sera beaucoup plus réaliste en fonction des réglages que vous apporterez. Donc le PBR, justement, Color, Metallic, Roughness, vous permettront normalement, avec ces quelques réglages-là, déjà d'obtenir énormément de variations de type de matière en jouant avec ces quelques réglages. OK. Donc là, par exemple, je vais vous montrer une autre option. En 3D, donc ça, c'est un conseil, je me rappelle d'il y a très longtemps qu'on m'avait donné. Ça n'existe pas les arêtes tranchées comme on peut le voir ici. Parce que justement, déjà, mon objet, lui, alors, déjà, on pourrait un petit peu mieux optimiser le positionnement de ma tête sur la boîte. Parce qu'on constate qu'à partir du moment où on lui rajoute du lissage avec la subdivision, bah, la géométrie change. Là, on voit que vous voyez, là, ça rentre dans la boîte. Et le fait de rajouter de la subdivision va réduire la taille de ma géométrie. Donc là, j'ai positionné un peu mieux ma géométrie. Et du coup, je vais m'intéresser. Alors là, oui, on pourrait encore mieux faire, hein, bien évidemment. Rotation. On va essayer d'optimiser un peu ça. Voilà, toc. Déplacement. On découvrira bien plus tard les possibilités d'utiliser la physique pour que justement ma géométrie se pose toute seule sur la boîte. Mais là, comme on est vraiment dans les bases, on ne s'embête pas autrement qu'avec les outils de transformation de base. Et on peut bien évidemment réussir à positionner comme si c'était... Voilà, on voit qu'il y a un petit peu de travail encore à faire. Rotation. Petite astuce aussi, si jamais j'ai envie de tourner, mais beaucoup plus précisément, j'appuie sur majuscule de mon clavier et là, hop, je vais pouvoir comme ça, hop. Voilà, réussir à positionner ma géométrie au mieux par rapport à ma boîte. Donc je sélectionne ma boîte, je vais vous montrer un autre modificateur qui va permettre de lisser les bords de ma boîte. Et c'est le Generate Bevel, le biseau, qui par défaut est à 0.1. Et là, je vais le mettre par exemple à 0.01. Petite indication, quand vous avez un 0 point quelque chose, vous n'avez pas besoin de mettre le 0. Vous mettez juste 0.01. Automatiquement, il aura compris. Et là, nous avons quelque chose de beaucoup plus naturel. Où on voit la lumière venir taper l'angle. Là, je peux augmenter un petit peu la subdivision. Et pourquoi pas lui mettre une matière aussi. On va mettre du métallique et de la rugosité en moins. Toc. Par contre, on constate quelque chose. Normalement, le métallique, donc là, je vais le faire pareil aussi avec moins de rugosité sur ma boîte. Nous devrions voir normalement se refléter notre boîte. À savoir, je suis donc dans la partie, dans le moteur de rendu Eevee, qui est le moteur de rendu par défaut. Et l'option qui va me permettre de voir la réflexion directement dans la scène, il faut la cocher. Le Ray Tracing va vous permettre, hop, d'avoir automatiquement, donc là si jamais je bouge, je vais voir maintenant la surface se refléter dans ma géométrie. Alors on va accentuer l'effet de reflet. Hop. Que voilà. Alors on constate que c'est pas forcément ultra réaliste ce qu'on peut voir. Donc là on verra qu'Eevee, on peut aller beaucoup plus loin. Mais c'est pour parler donc du moteur de rendu Cycle qui lui sera un vrai moteur de ray tracing. Donc quand je clique dans Cycle, toc, là je vais avoir la vraie réflexion, le vrai matériel. Donc ici j'ai Device
pour l'instant, c'est uniquement le processeur de ma machine qui calcule, et on voit qu'il va sampler au fur et à mesure. Là, c'est indiqué ici, le calcul. On a la possibilité de demander à ce qu'il enlève du bruit dans la fenêtre, toc, des noise, ce qui fait normalement aller un petit peu plus vite le calcul. Mais notamment, comme je l'expliquais au tout début, dans Edit Préférences, c'est là où il est important d'utiliser, si vous avez du matériel graphique avancé. Donc moi, j'ai une bonne carte graphique là dans mon ordinateur. Et donc à partir du moment où ça s'est configuré, je peux utiliser ici GPU Compute. Ça veut dire qu'il va utiliser à la fois le processeur et graphique et de la physique de la machine. Et là, normalement, le calcul va être beaucoup plus rapide. On peut constater avec une bonne carte graphique, vous avez tout de suite un résultat beaucoup plus réaliste de la lumière, des reflets dans votre scène. Donc là, on peut comparer la différence avec Eevee. Vous voyez, on a des choses un peu spéciales ici, parce que c'est du pré-calcul, Eevee. Et Cycle, bien évidemment, a un résultat beaucoup plus intéressant et rapide, si vous avez une bonne machine, bien évidemment. Donc, je regarde maintenant, par exemple, dans ma vue caméra. Je vais changer, comme je l'ai montré tout à l'heure, de caméra. Je peux m'amuser à agrandir l'échelle de mon plan pour avoir un espèce de fond perdu. Oups. Donc là, je prends bien le cercle blanc. Et on voit que de toute façon, ma lumière aura une déperdition. Et donc là, si je regarde en perspective, on constate voilà, que ma lumière ne va pas éclairer non plus toute la zone. Autre chose est presque définitive. Ici, dans Word, vous avez la couleur de fond. Par défaut, on est dans du gris. Là, si je clique, par exemple, je viens de mettre du noir. Hop, voilà. Donc là, si j'enlève l'overlay, on va voir vraiment ma lumière se perdre sur la géométrie du plan. Mais hop, du coup, ne plus voir la limite de mon plan. D'accord? Et donc là, si je me mets dans un cadre, et là, par exemple, je veux visualiser avec mes éclairages que j'ai créés tout à l'heure, voici le résultat. Donc là, peut-être que pour avoir quelque chose de plus sympa, je vais mettre à ma tête un peu plus de rugosité, histoire qu'elle soit un peu plus visible. Ça, c'est parfait. Je vais par exemple aussi m'amuser en vue de dessus, parce que je trouve que la lumière n'est pas assez intéressante. Donc là, je sélectionne mes 3 éclairages. Et bien évidemment, je vais pouvoir faire une rotation de mes 3 éclairages. Toc. Donc je voudrais avoir plutôt, voilà, plus de lumière. Donc ma lumière verte, celle qui éclaire le plus. Voilà, qu'elle vienne comme ça éclairer ma géométrie. Peut-être jouer un petit peu plus sur du coup l'aspect plastique du matériel que je recherche. Et quand je suis content, je n'oublie pas de sauvegarder. Et petite astuce aussi que je recommande, pour éviter quand vous calculez une image que votre machine ait trop de problèmes, désactiver la visibilité du render preview en repassant en solid viewport par exemple, et ça ne fera qu'accélérer le calcul de votre image. Petit détail aussi, avec Cycle, si jamais vous lancez un rendu, par défaut, il est dans un sample de 4096. J'expliquerai plus en détail ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il va vraiment rajouter beaucoup de finesse à votre image. Étant donné qu'on a un denoiser, quelque chose qui enlève du bruit assez puissant, si vous voulez faire des rendus déjà de bonne qualité, là, si je me mets juste en 128 samples pour le rendu sera beaucoup plus rapide. Render image. Hop, là, je la fais rentrer dans la visualisation. Et voilà, il est en train de calculer. Et à la fin, là, on voit un peu de bruit qui est enlevé automatiquement avec le denoiser. Et voici mon rendu. Une image, une fois que vous l'avez calculée, ne pas oublier de la sauvegarder. Et là, vous aurez ici tous les formats que vous souhaitez. Par défaut, il ira aussi dans le dossier directement de votre enregistrement. Et donc là, par exemple, vous pouvez l'appeler comme vous voulez et sauvegarder votre image. Aussi, si jamais vous fermez cette fenêtre, vous pouvez la rouvrir grâce au menu rendu, Render, View Render, il vous rouvrira la fenêtre de rendu. Donc voilà, ça c'est vraiment les premières choses à maîtriser dans Blender. Donc pour résumer, vous avez besoin de maîtriser le contenu de vos panneaux, le déplacement dans votre scène, le déplacement des géométries dans votre scène, les sélections. Tout le reste, c'est du cosmétique, mais ça vous permet comme ça de visualiser un peu l'ensemble des bases de Blender. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la suite.